La posture adoptée par l'Allemagne n'a rien d'une réaction spontanée, ni d'un geste bureaucratique lancé à la légère. Il s'agit plutôt d'un mouvement calculé, mûrement réfléchi, inscrit dans le jeu complexe et feutré de la diplomatie européenne, où se mêlent habilement les subtilités du droit, les intérêts géostratégiques et les ajustements discrets des grandes capitales. En refusant formellement, via un courrier officiel, de valider les documents délivrés par les autorités marocaines dans les zones disputées du Sahara occidental Berlin, n'a pas simplement coché une case administrative. Ce fut une déclaration claire, presque cinglante, qui vient écorner sérieusement les narrations diplomatiques, jusque-là servies avec insistance par certains responsables. Le message est limpide, la version officielle répétée à l'envi ne colle pas avec la lecture juridique qu'en fait une puissance européenne majeure. Ce que l'Allemagne vient de clarifier, c'est qu'aux yeux de sa diplomatie, les zones en question ne figurent tout simplement pas sur le radar juridique de Rabat. Que vous apposiez un tampon du ministère marocain des Affaires étrangères ou un sceau doré, cela ne change rien pour Berlin, ces papiers n'ont aucune validité. En d'autres termes, le cachet marocain n'a pas plus de poids qu'un coup de tampon sur une carte postale si l'origine est La Ayoun ou Dakhla. Et ce n'est pas un simple détail technique. Toute reconnaissance officielle d'un acte venu de ces territoires reste suspendue à un règlement clair du litige entre Rabat et le peuple sahraoui, dans les règles de l'art, à savoir selon le droit international et les textes de l'ONU. Ce positionnement, loin d'être une posture symbolique, équivaut à un rappel cinglant, le chapitre du Sahara occidental reste ouvert. Et toute tentative de le refermer d'un revers médiatique n'a du point de vue allemand aucune portée juridique. Résultat, plusieurs affirmations véhiculées dans le récit officiel marocain, notamment celles qui suggèrent que Berlin et d'autres capitales européennes cautionneraient tacitement la souveraineté du Maroc, tombent à plat. La réalité diplomatique les renvoie à ce qu'elles sont des interprétations généreuses, mais juridiquement fragiles. Ce décalage, c'est un peu comme lever le rideau sur une pièce bien rodée et découvrir que le décor était en carton-pâte. Le storytelling glorieux tissé autour de ce dossier n'avait pas pour fondation des preuves juridiques incontestables, mais plutôt une succession de clins d'œil politiques plus ou moins équivoques, malicieusement interprétés, puis transformés en discours triomphants à usage domestique. Une mise en scène calibrée pour séduire l'opinion publique et galvaniser les troupes. Mais voilà quand cette belle histoire rencontre le mur froid des faits, comme ce fut le cas avec Berlin, les fissures deviennent criantes, voire béantes. Ce qu'on brandissait fièrement comme une série de percées diplomatiques s'avère à bien y regarder une lecture optimiste, pour ne pas dire très sélective, de la situation. Et c'est précisément ce qui rend la réponse allemande aussi percutante. Elle a sonné comme un rappel brutal. Le droit international, lui, ne s'adapte pas aux slogans ou aux effets de manche. Et cette décision qu'on serait tenté de qualifier de symbolique va en réalité bien plus loin. Elle pèse sur le quotidien réel des habitants du Sahara occidental, qu'ils s'identifient comme sahraouis ou marocains, car elle influe directement sur la validité de leurs papiers, leur vie administrative, leur avenir personnel. Bref, ce n'est pas juste un coup de tampon manqué, c'est une secousse politique au cœur du réel. En tirant un trait sur la reconnaissance des mariages, des dossiers de regroupement familial ou de tout autre papier civil venu de La Ayoun Dakhla, ou d'ailleurs dans le Sahara, contester l'Allemagne n'a pas seulement fermé un guichet administratif, elle a mis en lumière une faille juridique béante que beaucoup préféraient ignorer. Pour Berlin, et entre les lignes pour l'Union européenne dans son ensemble, le Sahara occidental ne fait pas partie du puzzle juridiquement terminé. Il reste une pièce en suspens, sans statut clair,
où les institutions marocaines agissent, mais sans tampon d'approbation internationale. Autrement dit, sur le plan du droit international, ces zones sont considérées comme juridiquement orphelines. L'administration qui y opère n'a pas l'aval nécessaire pour que ces documents franchissent les frontières et soient considérés valides ailleurs. Et cette absence de reconnaissance crée un flou redoutable, une sorte de zone grise légale dans laquelle les citoyens, qu'ils soient nés là ou venus s'y installer, naviguent à vue. Car dans cette architecture juridique bancale, aucune autorité locale n'est véritablement légitime aux yeux de plusieurs puissances étrangères pour valider des actes civils ayant des effets internationaux. Résultat, les gens, eux, restent bloqués entre deux mondes, administrativement invisibles, politiquement pris au piège. C'est là que la clarté allemande prend tout son sens, elle agit comme un coup de projecteur froid sur une réalité souvent noyée dans les interprétations opportunistes. Elle rappelle sans fioriture que la situation du territoire reste juridiquement en suspens et que le droit international, loin d'être décoratif, conserve tout son poids dans ce genre de dossier. Et certains observateurs n'ont pas hésité à aller plus loin dans certains cas bien encadrés, les papiers émis par des structures liées à la partie sahraoui pourraient même bénéficier d'un traitement plus neutre sur le plan juridique. Pourquoi ? Parce que contrairement à d'autres, cette partie est explicitement identifiée par l'ONU comme une des protagonistes du conflit. Attention, il ne s'agit pas ici de dire que l'Organisation des Nations Unies reconnaît officiellement la République arabe sahraoui démocratique, ce n'est pas le message. Mais cela souligne avec force qu'on évolue dans un no man's land légal. Un entre-deux flou et complexe. Et dans cette carte diplomatique, où les alliances changent au gré des intérêts, une constante se démarque l'Algérie. Non pas par volonté d'hégémonie ou pour imposer sa loi, mais parce qu'elle suit depuis le début une ligne politique d'une constance presque exemplaire. Une rareté stratégique dans une région où la boussole géopolitique a tendance à changer selon la météo. L'Algérie n'a jamais lâché le fil rouge depuis le début, elle soutient sans vaciller le droit du peuple sahraoui à décider de son propre destin. Un engagement enraciné dans les principes mêmes de la décolonisation et dans les résolutions internationales qui en découlent. Et c'est précisément cette ligne droite tenue contre vents et marées qui lui donne une crédibilité solide dans les grandes arènes diplomatiques. Pas besoin pour Alger de bricoler son discours selon les saisons politiques, sa constance fait office de boussole dans un monde où beaucoup naviguent à vue. Sa force ne tient donc pas uniquement à ses leviers économiques ou à son poids militaire. Elle repose surtout sur cette cohérence stratégique rare qui, dans les relations internationales, vaut parfois bien plus qu'un arsenal ou qu'un portefeuille plein. Car dans les capitales qui comptent, on mise avant tout sur la fiabilité. Et un État qui avance en s'appuyant sur le droit plutôt que sur les effets d'annonce, ça rassure. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour bon nombre de puissances, l'Algérie reste une pièce centrale du puzzle saharien. Pas parce qu'elle force sa place, mais parce que sa posture stable la rend incontournable. Pour dévier les regards, Rabat dégaine une vieille stratégie bien rodée pointée du doigt Alger en l'accusant d'être la racine de tous les blocages autour du Sahara occidental. L'idée déguiser un contentieux relevant du droit international en une querelle de voisinage. Cela permet d'éluder les grandes questions, d'éviter les regards gênants de la communauté internationale, et de renforcer le front intérieur en brandissant le spectre d'un ennemi extérieur. Mais voilà, à mesure que des pays comme l'Allemagne et plusieurs capitales européennes clarifient leur position, le vernis craque. Difficile désormais de continuer à raconter que l'Occident applaudit à deux mains le plan marocain. Car même ceux qui parlent de l'autonomie comme d'une piste sérieuse
s'empresse donc d'ajouter qu'elle n'est qu'une option parmi d'autres, et que tout devra se jouer sous l'œil vigilant de l'ONU, avec en ligne de mire un principe non négociable, celui du droit des peuples à choisir leur avenir. Autrement dit, ces États ne valident en rien une souveraineté acquise sur le terrain. Ils expriment au mieux une préférence politique, une opinion diplomatique, mais qui, soyons clairs, ne pèse pas plus qu'un vœu pieux face à la rigueur du droit international. Et c'est justement cette nuance essentielle que le récit officiel marocain choisit bien souvent de passer sous silence. Dans ce contexte, le geste de l'Allemagne fait figure de véritable rupture dans la lecture européenne du dossier. Il révèle les failles d'un discours peut-être un peu trop confiant, trop certain de ses effets d'annonce. Car non, ce n'est pas dans les studios de télévision ou dans les communiqués triomphalistes qu'on décroche la reconnaissance internationale. Ce que Berlin a mis sur la table, ce n'est pas un simple refus tamponné à la va-vite. C'est une prise de position, pensée, pesée, qui repose sur une lecture lucide du droit et du réel. Et au passage, elle met en valeur un acteur régional que beaucoup avaient sous-estimé l'Algérie. Sa diplomatie patiemment constante, sans zigzag ni revirement, se transforme en atout stratégique à l'heure où la boussole géopolitique s'emballe. Car dans un environnement aussi mouvant, ce sont les États capables de rester droits dans leurs principes qui finissent donc par s'imposer. Et le Sahara occidental dans tout cela ne trouvera pas d'issue durable tant que la voix du peuple sahraoui ne sera pas intégrée dans la partition finale, au cœur du cadre légal international et pas en marge. Dans ce bras de fer diplomatique, l'Algérie s'impose non pas comme un protagoniste direct du conflit, mais comme le gardien inflexible d'un principe fondamental gravé dans le marbre du droit international, celui qui garantit à chaque peuple le droit inaliénable de choisir son destin. Et quand on assemble les pièces du puzzle, une évidence s'impose de plus en plus difficile à ignorer. Le Maghreb arrive à un point de bascule. Une période charnière où les récits façonnés depuis des décennies sont brutalement confrontés à la dureté du droit et aux réalités géopolitiques. La prise de position de l'Allemagne, avec tout ce qu'elle implique sur les plans juridiques et symboliques, a agi comme un révélateur puissant. Non seulement elle a clarifié la perception du Sahara occidental sur la scène mondiale, mais elle a aussi exposé les mécaniques plus subtiles qui tissent les rapports de force entre les pays de la région et les puissances étrangères. Ce geste diplomatique a mis en exergue un décalage grandissant entre les discours nationaux, souvent trop assurés, et les lignes rouges tracées par les chancelleries occidentales qui persistent à voir dans la question sahraoui un dossier de décolonisation encore ouvert et strictement encadré par le droit international. Ce moment que traverse la région montre sans ambiguïté que la diplomatie mondiale reste sourde aux narratifs internes lorsqu'il ne s'appuie pas sur des bases juridiques solides, peu importe combien de fois on les répète. En matière de reconnaissance internationale, les capitales européennes, et plus largement le concert des nations, ne s'alignent pas sur des slogans politiques ou des récits enjolivés. Leur boussole, ce sont les principes, la rigueur institutionnelle et le respect des règles de droit. Autrement dit, peu importe combien de fois un État martèle qu'une situation est réglée, si ce statut n'a pas été validé par les cadres juridiques internationaux, il restera flou dans les yeux du monde. C'est dans cette logique que s'inscrit l'attitude allemande, non pas comme une attaque ciblée contre un pays donné, mais comme l'expression d'une fidélité assumée à ses engagements internationaux. Berlin, fidèle à sa lecture du droit à l'autodétermination, un fondement clé de l'ordre multilatéral issu de la Charte des Nations Unies, ne fait ici que jouer sa propre partition, celle de la cohérence diplomatique. Et justement dans cette partition internationale, où les notes varient souvent selon les intérêts, l'Algérie joue une ligne mélodique immuable.
Tandis que d'autres tentent parfois de redessiner la perception du conflit, à coups de récits habiles ou d'alliances opportunistes, Alger a préféré rester fidèle à une logique de droit. Pas de marchandage diplomatique, pas de volte-face spectaculaire, juste une constance presque obstinée dans le respect du droit international. Et c'est bien cette stabilité, rare dans une région aussi mouvante, qui lui donne aujourd'hui une crédibilité particulière sur la scène internationale. L'approche algérienne ne se résume pas à un simple positionnement politique. Elle traduit une lecture stratégique de la région, où l'équilibre à long terme ne peut émerger qu'à travers des fondations solides, à savoir la clarté, la légalité et une ligne de conduite constante. Et c'est justement cette constance méthodique qui, malgré les tentatives répétées de certains pour reléguer l'Algérie au rang d'opposant gênant, lui vaut aujourd'hui d'être perçue comme une force d'ancrage. Tandis que d'autres enchaînent les réponses de circonstances et les tactiques de court terme, Alger s'impose comme l'un des rares acteurs à porter une vision à l'horizon. Ce qui distingue aussi l'Algérie, c'est sa capacité à ne pas tomber dans le piège des effets de manche ou des joutes verbales enflammées. Dans un contexte régional où la surenchère identitaire et les manipulations autour des frontières deviennent des armes politiques, elle a choisi un autre terrain, celui des règles du jeu universellement admises. Plutôt que d'attiser les flammes, Alger s'appuie sur les textes, les principes et le droit. Une stratégie discrète mais redoutablement efficace dans les cercles diplomatiques. Loin des projecteurs et des effets de manche, l'attitude d'Alger peut paraître au premier regard sobre, presque effacée dans le tumulte médiatique. Mais c'est justement là que réside son efficacité redoutable. Dans cette sobriété se cache une solidité que peu d'autres peuvent revendiquer. Pendant que certains gouvernements révisent leur position au gré des vents internationaux, l'Algérie, elle reste sereine. Car ces prises de position ne sont pas opportunistes, elles sont déjà ancrées dans le socle même du droit international. Pas besoin de corriger le tir quand on est déjà aligné avec la règle du jeu. C'est cette régularité de cap qui explique pourquoi tant d'analystes, qu'ils soient du monde arabe, du continent africain ou des couloirs européens, voient en l'Algérie un maillon central pour sortir du blocage actuel. Non pas parce qu'elle tente d'imposer son modèle ou de tirer la couverture à elle, mais parce que son poids géopolitique, la constance de sa diplomatie et sa fidélité aux principes de droit lui donnent une crédibilité précieuse. Dans un paysage où peu d'acteurs inspirent de confiance sur la durée, Alger joue la carte de la fiabilité, et ça change tout. Personne ne prétend que le dénouement sera rapide ou simple. Ce que l'on comprend, en revanche, c'est qu'aucune issue crédible ne verra le jour sans l'implication active d'un acteur qui, depuis le début, défend inlassablement le principe de l'autodétermination par les urnes. Tant qu'Alger reste en dehors de l'équation, toute tentative de résolution risque fort de s'effondrer avant même d'avoir pris forme. Pour le Maroc, la route se divise aujourd'hui en deux directions. Soit il persiste à faire vivre un récit calibré pour la consommation nationale qui lui offre à court terme un confort politique. Soit il amorce lentement mais sûrement un réalignement sur les dynamiques diplomatiques mondiales pour enfin s'inscrire dans une logique conforme aux règles internationales. Car si la stratégie consistant à clamer que tout est déjà réglé fonctionne sur le plan intérieur, elle commence à se heurter aux lignes rouges fixées par plusieurs chancelleries influentes. Et dans ce bras de fer, les illusions ne pèsent pas lourd face aux réalités juridiques. Ce que Berlin vient de faire ne relève en rien d'un geste isolé ou d'un caprice diplomatique. C'est au contraire le reflet d'un courant international de plus en plus affirmé qui résiste à l'idée de graver dans le marbre ce que le droit considère encore comme inachevé, discutable, ouvert. Autrement dit, ce que certains voudraient voir comme une vérité établie reste aux yeux de nombreuses chancelleries un dossier toujours en cours de traitement. Mais au-delà des lignes diplomatiques,
et des jeux de pouvoir, il y a la réalité brute, celle des femmes et des hommes vivant dans cette zone grise. Qu'ils soient sahraouis ou marocains, leur quotidien est directement impacté par cette incertitude légale. À défaut de reconnaissance officielle, leurs documents civils, actes de naissance, mariage, dossiers familiaux, se heurtent à des refus répétés dans plusieurs pays d'Europe. Ce sont des vies entières mises en pause par une ambiguïté que la diplomatie pour l'instant n'a pas su trancher. C'est un paradoxe cruel, ceux qui subissent les conséquences les plus lourdes de cette impasse juridique sont aussi ceux qui n'ont jamais eu leur mot à dire dans les choix politiques ou les stratégies géopolitiques qui les ont conduits là. Pour des milliers de personnes, cette situation se traduit au quotidien par des blocages administratifs, des refus incompréhensibles et une sensation d'abandon. Derrière les discours d'État, il y a des familles entières, confrontées à un mur invisible, empêchées de faire valoir des droits pourtant fondamentaux. Cette réalité met cruellement en évidence l'urgence d'une solution claire capable de garantir à ces populations un cadre juridique stable où leurs droits ne seront plus sujets à débat mais pleinement reconnus. Plus le temps passe, plus une vérité s'impose, tant que la transparence, le respect du droit international et l'écoute réelle des aspirations des peuples ne seront pas placés au cœur du processus, il n'y aura pas de sortie durable. Ce n'est pas un luxe diplomatique, mais une nécessité. Et dans cette équation complexe, les Nations Unies demeurent l'unique instance légitime capable de gérer ce dossier avec la neutralité, la rigueur et l'autorité que la situation exige. Leur rôle n'est pas accessoire, il est central. Et sans leur cadre, toute tentative de règlement serait vouée à l'approximation. Faire fi du cadre légal international, c'est comme marcher sur des braises en espérant ne jamais se brûler. L'épisode allemand n'était pas une exception mais un avant-goût. Si certains pensent de pouvoir contourner les règles en jouant sur la communication ou les effets d'annonce bien calibrés, ils devraient s'attendre à d'autres rappels à l'ordre tout aussi cinglants à mesure que la géopolitique mondiale réajuste ses priorités. En réalité, ce dossier ne se réglera ni à coups de slogans, ni à travers des scénarios bien ficelés pour l'opinion publique. Le Sahara occidental exige bien plus qu'un storytelling. Il appelle à un effort rigoureux, profond, bâti sur l'acceptation des vérités juridiques et des faits historiques. Bref, il faudra troquer le bruit médiatique contre la patience diplomatique, et c'est là que tout commence. Dans le puzzle régional, certaines pièces pèsent plus lourd que d'autres, et l'Algérie, sans surprise, reste l'un des leviers majeurs de tout futur équilibre. Sa capacité d'influence forgée dans la durée continuera de peser dans la construction d'un cadre politique stable et équitable. Mais ici, l'enjeu dépasse les logiques d'alliance ou de compétition locale. Ce qui est en jeu, c'est la démonstration que le Maghreb peut enfin tourner la page des héritages conflictuels pour écrire collectivement un chapitre fondé sur la légitimité juridique et le respect des peuples. Et c'est précisément avec cette vision qu'il faut regarder vers demain. Car si les tensions actuelles exposent les lignes de faille, elles révèlent aussi une promesse, celle de bâtir un avenir différent où la région choisirait la coopération au lieu de l'affrontement, le dialogue plutôt que le défi et la reconnaissance mutuelle à la place de la rivalité stérile. Le rôle des puissances étrangères restera certes important, mais le vrai moteur du changement viendra d'ailleurs de la volonté des États maghrébins eux-mêmes à admettre que la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit sur des bases solides. Et ces bases s'appellent droit, transparence, responsabilité et fidélité à ses engagements.